Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'angle du hot et du hard interview. C'est à la télévision et c'est sur la 2 naturellement. Ce soir dans l'arène, un professeur de médecine, membre de la commission d'enquête sur l'affaire Koumateke et en face de lui 2 journalistes. L'un est titulaire d'un doctorat en philosophie, il est spécialiste des questions épistémologiques. Il officie dans un des plus grands journaux de la place. Et l'autre c'est une dame, la directrice de publication d'un journal spécialisé dans les questions de santé. Le point complet sur les protagonistes, c'est le coup de pinceau de Nadège Yougen. Bonsoir à tous. 3 gladiateurs descendent dans l'arène ce soir. Pour cette édition, le professeur Tétagne Ekwe descend dans l'arène. Il en est l'invité principal. Vice-président de l'Ordre des médecins du Cameroun, ancien doyen de la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1, professeur de pédiatrie. Le professeur Tétagne est en charge de la clinique de la Fondation médicale France Fanon, de la recherche opérationnelle, de l'agriculture, entre autres. Il reviendra sans doute sur les affaires Koumateke et d'autres. Le professeur Tétagne est en face de 2 protagonistes, et pas des moindres. Docteur Jean-Philippe Nguemeta, philosophe des sciences, journaliste au quotidien Le Jour. Il est l'un des tout premiers journalistes en poste au quotidien d'Aman Mana. À côté de lui, Irène Sidonie Djaboum, journaliste, directrice de la publication de l'hebdomadaire Notre Santé, journal spécialisé dans les questions de santé et très apprécié par les acteurs du secteur médical qui le consomment à profusion. Irène Sidonie Djaboum est ancienne du quotidien La Nouvelle Expression. Au regard de l'aura de chacun des protagonistes, les échanges s'annoncent vifs mais cordiaux. Rodrigue Tongué, les hostilités peuvent démarrer. Tout de suite, Nadège Yougen, je voudrais signaler que Véronique Lehmann, administrateur de santé, qui est directrice gestion qualité dans un hôpital français, est avec nous et nous rejoindra au courant de cette émission pour le duel avec le professeur Tétagne Ekwe que je m'en vais accueillir sur ce plateau. Bonsoir professeur. Bonsoir Rodrigue Tongué, c'était un grand plaisir de me retrouver sur ce plateau combien fameux et redouté et d'une qualité pratiquement mondiale maintenant. Avec tant de compliments venant d'un professeur de médecine, on en est vraiment ravis. Bienvenue dans l'arène. Vous êtes prêts pour l'arène? Nous sommes prêts, oui. En face de vous, Jean-Philippe Nguemeta. Bonsoir. Oui, bonsoir Audrey. Bienvenue dans l'arène. C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir. Je connais bien le professeur Tétagne, mais la science n'a pas d'amis. On verra tout à l'heure. Irène Sidonie Djaboum, bonsoir. Bonsoir. Une des doyennes de la presse. Bienvenue dans l'arène. Merci, bonsoir. Vous êtes prêts pour l'arène? Oui. Moi aussi, je suis prêt, puisque nous sommes tous prêts. C'est tous contre un. Alors, commençons par cette question couperait, professeur Tétagne Ekwe. De quoi est morte Monique Koumateke, finalement? Rodrigue, vous faites bien de poser cette question parce que c'est celle que se pose toujours le public. Et je suis heureux de pouvoir représenter l'Ordre des médecins ici pour apporter des lueurs d'éclaircissement à ce qui a été quand même, je dirais, un des événements les plus controversés, surtout dans le domaine de la santé. Monique Koumateke, aussi spectaculaire que cette affaire a été, est morte d'une maladie simple, mais d'une complication fréquente de la plupart d'un grand nombre de femmes de notre pays. Vous savez, Rodrigue, nous avons le triste privilège dans notre pays d'être un des pays où la mortalité maternelle est d'être plus élevée, n'est-ce pas, puisque avec 762 décès pour 100 000 naissances vivantes,
nous sommes pratiquement au top niveau de la planète. Par conséquent, lorsque Monique Koumateke décède, nous avons en background un autre décès d'une jeune femme nommée Madame Ngokana. Notre collègue, jeune collègue, qui est décédée dans des conditions scandaleuses, n'est-ce pas? Et dans lesquelles l'Ordre des médecins avait commis aussi une équipe d'experts et avait donné son verdict. Donc, lorsque nous allons, je veux dire, enquêter sur le décès de Madame Monique Koumateke, nous étions évidemment très obsédés de nous retrouver, je dirais, avec les mêmes turpitudes que dans l'affaire Ngokana. Mais nous avons entrepris cette enquête avec l'hypothèse de recherche de retrouver les mêmes causes qui ont provoqué les mêmes effets. Et nous sommes arrivés à la conclusion que Monique Koumateke, jeune femme enceinte d'une grossesse gémellaire, mais souffrant de ce qu'on appelle l'éclampsie, prééclampsie, est décédée. Nous pouvons l'affirmer, puisque nous avons les preuves anatomocliniques de ce que nous disons. Elle est décédée des complications de cette prééclampsie le lendemain du jour où, le 11 mars, ayant été vue pour la première fois en consultation, et qu'on lui a révélé qu'elle souffrait de cette maladie grave, Monique Koumateke, pour des raisons très probablement économiques, n'a pas pu supporter la prise en charge, les frais de la prise en charge, et elle est rentrée chez elle, n'est-ce pas? Et dans l'enquête que nous avons montrée, nous avons pu refaire le parcours de cette pauvre femme et pour nous rendre compte qu'elle est décédée dans les premières heures de la journée du 12 mars chez elle et qu'elle a été portée dans plusieurs... Donc son corps a été porté dans plusieurs hôpitaux où, dans le premier, c'est-à-dire celui dans lequel elle avait été présentée la veille, on a constaté qu'elle était décédée. Comme ce sont des paramédicaux qui l'ont vue, ils n'ont pas pu signer un constat de décès. Et ils ont tout simplement conseillé à la famille de se rendre à l'hôpital à Quintigny pour déposer le corps à la morgue. Et parce que cet hôpital de PK13, le centre médical de PK13, n'avait pas de morgue. Et la famille s'est rendue, non plus à la Quintigny, mais à l'hôpital de district de Nilon, où il y avait une morgue. Et effectivement, le corps de la jeune dame qui a été présentée au médecin de garde à l'hôpital de district, ce médecin a bel et bien constaté que ce qu'elle avait devant elle était le corps d'une femme enceinte décédée et dont le corps devait être placé à la morgue de leur hôpital de Nilon. Professeur, en deux mots simples, c'est quoi une prééclampsie? La prééclampsie est une maladie très très compliquée. Nous ne sommes pas toujours sachants en médecine. Mes collègues vont certainement m'emboîter le pas pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Ben écoutez, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que la prééclampsie. La prééclampsie est une maladie fréquente qui guette les femmes enceintes, les jeunes femmes, et qui se caractérise par l'existence d'une hypertension très importante et des troubles de la fonction rénale qui déterminent ce qu'on appelle des œdèmes, c'est-à-dire que les jambes gonflent, n'est-ce pas? Et lorsque une jeune femme enceinte présente ces troubles, les médecins qui la reçoivent savent qu'elle est à très très haut risque. Par conséquent, sachant que cette femme était atteinte d'une maladie aussi grave, dans l'hôpital PK13, le personnel lui a proposé d'être hospitalisée immédiatement. Nous l'avons constaté, nous avons vérifié cela, nous avons consulté les registres et malheureusement,
après avoir fait semblant d'accepter cette proposition de prise en charge, Monique Koumateke, à la surprise du personnel, avait disparu. Ce 11 de mars, pour revenir le lendemain dans l'état qui est malheureusement celui qui a été constaté. Et dans le mépris total du personnel médical de l'hôpital La Quintini. Vous aussi, vous l'avez constaté dans votre rapport. Oui, nous avons... Attendez, vous allez vite en besogne, Rodrigue. Vous allez vite en besogne. Elle ne part pas de chez elle pour La Quintini, pour être traitée comme ça. Elle a fait un circuit, elle a fait un parcours. Et quand elle arrive à l'hôpital La Quintini, effectivement, là où, en principe, elle aurait dû être reçue avec, je dirais, le respect qu'on doit à tout corps, effectivement, nous avons, dans notre enquête, constaté que une série de tribulations, pour les résumer comme ça, et qui ont, je dirais, été teintées de beaucoup d'arrogance du personnel et d'incompréhension avec la famille, ont favorisé l'éruption de cette spectaculaire et originale opératrice qui a fait Sa cette sœur éventration. Rose Taquet, la sœur de... qui a donc Monique fait cette Koumateke, opération post-mortem qui a ému toute la planète, parce que les images ont été d'un choquant pour la sensibilité des hommes et des femmes, et combien de fois des enfants, et qui ont fait la célébrité de notre pays, si on peut dire, de triste manière. Mais ce n'est pas inédit, professeur. Dans la Rome antique, on a connu avec César les opérations de femmes presque mortes ou totalement mortes pour sauver les enfants. C'est d'ailleurs de là qu'on tire le mot césarienne. Ce n'est pas inédit. Au Cameroun, on a fait comme si c'était inédit. Tout le monde est tombé sur Rose Taquet, estimant qu'elle n'avait pas le droit de faire ça. Sous César, on était condamnés. Je lisais une tribune du professeur Baïbek, un de vos collègues dans le quotidien Le Jour, qui indiquait qu'à l'époque, sous César, on était condamnés parce qu'on n'a pas assisté. Rodrigue, oui. Rodrigue, César, c'est il y a combien de milliers d'années? C'est 2000 ans, plus de 2000 ans. Nous sommes quand même dans un pays qui aspire à la modernité. Et la moindre des choses qu'on attend dans un pays, je dirais, civilisé, c'est que les choses se passent d'une autre manière qu'il y a 2000 ans, même si dans la Grèce antique et dans la Rome ancienne, ça pouvait se faire. Mais aujourd'hui, ça ne devrait plus se faire comme ça. Je crois que c'est, professeur, c'est bien beau de vous suivre dans cette démarche-là. Je m'efforcerai de montrer dans quelle mesure votre approche peut paraître comme un conte de fées. Pour l'affaire de La Quintini, on juge les résultats d'une enquête probante. Lorsqu'il y a... Qu'est-ce que vous appelez probant, monsieur? Dans votre démarche, Guemeta, votre démarche est essentiellement hypothétique. Comment? Votre démarche est, vous recourez à l'hypothèse. Pas du tout, monsieur Guemeta. Nous Nous sommes partis d'une hypothèse que nous avons soumise... bien d'hypothèse. Attendez, monsieur Guemeta, nous sommes partis d'une hypothèse que nous avons soumise à notre enquête. Oui. Et dans notre enquête, nous sommes arrivés à des conclusions. Et ces conclusions ont été vérifiées par des données anatomocliniques. Oui, professeur, vous avez tout à l'heure, vous avez insisté, vous avez dit vouloir retrouver les mêmes causes qui ont provoqué les mêmes effets. Alors, si j'ai envie de m'intéresser, de dire un mot, de recourir tout simplement à un ouvrage fondamental que vous maîtrisez, Claude Bernard, dans l'étude expérimentale, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale. Comment cela a-t-il été possible de vérifier rapidement, de mettre en exergue, de retrouver ces causes qui ont provoqué les décès sur le cas d'une personne qui ne vit plus? Est-ce que, autrement dit, quelle crédibilité accorder même aux résultats de vos enquêtes quand on dit que le médecin, qu'à l'arrivée, le médecin était absent et qu'on n'a pas retrouvé le chauffeur? Est-ce que vous n'avez pas menti? Comment ça, M. Nguemeta? Comment vous pouvez affirmer avec autant d'aplomb une chose
qui est aussi bien établi. Le médecin n'était pas là. Monsieur Nguemeta, non, monsieur, vous ne pouvez pas le dire. Est-ce que vous êtes... Non plus. Comment vous l'avez su? Des sources dignes de foi. Non, monsieur Nguemeta, nous avons rencontré, sauf si vous avez les preuves de ce que vous êtes en train d'avancer, monsieur Nguemeta, le docteur. Oui. Est-ce que vous connaissez son nom? Évidemment. Est-ce que vous connaissez le nom du médecin dont vous parlez? On connaît tout son nom. Comment il Je s'appelle-t-il? dis bien des sources. Comment s'appelle-t-il si vous en savez? L'occasion de... Je ne veux pas essayer Non, mais parce que vous êtes en train de remettre en cause. Monsieur Nguemeta, vous êtes en train de remettre en cause une enquête sérieuse. Oui. Et apparemment, vous êtes en train de dire quelque chose qui est grave. Vous mettez en cause la présence d'un médecin qui a été rencontré et qui a posé son diagnostic. Quelle est la preuve que vous avez pour dire que le docteur Ntiefa n'était pas en place? Clarence, monsieur Nguemeta, vous avez la preuve de ce que vous dites? Membre de la famille. Peut-être parce que... Et les confrères. Non, mais est-ce que vous avez... Et les confrères qui étaient sur le lieu. Qu'est-ce que vous avez comme preuve pour me dire que le docteur Ntiefa n'était pas sur place? Attestent de cela. Mais passons. Quelle crédibilité mais la césarienne se serait faite sous les yeux du docteur qui était présent? Ne mélangeons pas les choses, Rodrigue. Oui, revenons à M. Nguemeta parce qu'il est expliquez-nous, en train de docteur, remettre en cause Oui. quelque chose qui me paraît grave. Et on ne peut pas se permettre à Rennes de venir dire des choses d'une grande légèreté. J'ai trop de respect pour le plateau d'Arène pour laisser passer comme ça. Monsieur Nguemeta, vous ne pouvez pas dire une chose aussi sérieuse avec autant de légèreté. Le docteur, le médecin qui a reçu le corps de Monique Koumateke était bien là. Il a bien enregistré le corps, il a bien posé son diagnostic et il a décidé, il a bien posé son diagnostic, le corps qu'il avait devant lui était le corps d'une femme enceinte, décédée. Monsieur Nguemeta, vous êtes peut-être grand spécialiste dans ce que vous avez appelé quoi, l'épistémologie, la philosophie de la science. Permettez que dans matière de médecine, nous ne parlons pas d'épistémologie. Nous parlons, Rodrigue, oui. Je voudrais que vous me permettiez de demander cela, monsieur Nguemeta. Nous parlons des signes palpables, vérifiables, de ce qu'on appelle les signes de maladie. Lorsqu'un corps n'a ni pouls, ni tension artérielle, lorsqu'il y a midriase, on n'est peut-être pas épistémologue, c'est l'avis défendu mais dans la par médecine, l'opinion savante que vous dans êtes. la médecine, ça s'appelle des signes de mort. C'est l'opinion défendue par... il y a eu césarienne post-mortem. Il y a un médecin qui était présent. Comment on a pu procéder à une opération sous les yeux d'un médecin quand même? C'est la question qu'on peut se poser. Non, mais écoutez... la scène a duré près d'une heure. Les gens ont le temps de faire des vidéos. Est-ce que vous considérez qu'un étudiant en médecine est un médecin? Non, il n'a pas encore prêté le serment d'Hippocrate. Non, répondez-moi. Non. Est-ce que je peux considérer un pigiste comme journaliste? Si un journaliste peut être pigiste, à condition... Le pigiste, c'est simplement qu'il n'a pas un contrat avec la maison, on le paye à la pige. Et surtout, il n'a pas encore la responsabilité de journaliste. Il ne peut pas encore engager la responsabilité d'un journal. Lorsque un étudiant en médecine vient dire quelque chose, alors qu'un médecin enregistre, déjà inscrit à l'ordre, déjà en fonction, a dit ce corps n'a plus de signe de vie, ça veut dire qu'il est mort. Vous allez venir me dire que le diagnostic d'un étudiant en médecine remet en cause ce diagnostic? Non, soyons sérieux, monsieur Rodrigue. Il faut qu'on prenne les choses sérieusement et je ne voudrais pas que vous donniez comme ça l'impression que... Je sais, nous sommes dans un pays où on doute de tout. Lorsque, évidemment, dans un pays, on voit de hauts responsables en prison, qu'on voit que des accidents se sont passés, je comprends qu'on puisse être sceptique et qu'on doute de tout. Mais il y a quand même une limite à tout, Rodrigue. Quand un médecin est celui qui vous a soigné dernièrement, il est médecin ou il n'est pas médecin, monsieur? Il est médecin. Il est médecin. Vous lui faites confiance ou vous ne lui faites pas de confiance? On n'a pas toujours le choix. Mais est-ce que vous lui faites confiance? On n'a pas toujours le choix. Vous n'êtes pas mort. Avec l'actualité récente au Cameroun, je après, ne peux pas dire qu'on a toujours confiance en tout cas, je vous vois en très bonne forme et ça veut dire que vous êtes passé dans les mains d'un bon médecin. Le médecin qui a vu le corps de Monique Koumateke, c'est triste à dire,
mais il a posé un diagnostic. Et son diagnostic, c'était que ce corps n'avait plus de vie. Mais comment on comprend le jeu de ping-pong entre la maternité et la morgue? Le morguier qui estime, le croque-mort, qui estime que la dame n'est pas morte. On m'a enseigné des rudiments de la médecine que je connaisse. Je sais que pour établir quelqu'un mort, il faut procéder à un céphalogramme. À quel moment on a fait le procédé au céphalogramme pour dire quelqu'un est mort? À quel moment quelqu'un est mort pour cet état? Rodrigue, comment on constate quelqu'un est mort? Rodrigue, vous pensez vraiment qu'on a attendu l'électroencéphalogramme pour dire que tout ce monde qui peuple les cimetières était mort? Non, Rodrigue. Laissez à la médecine ses atouts et ne vous mettez pas à faire la médecine à la place. Nous on pose des questions de Nous avons donc, attendons, je vais voudrais donc répondre à votre question en disant que, Rodrigue, avant que l'électroencéphalogramme n'existe dans cette Grèce antique et dans la Rome ancienne, on savait, les médecins posaient le diagnostic. Et le diagnostic est simple. Absence de signes vitaux, le pouls, la tension, l'amydriase, ça suffit, monsieur. Pour constater quelqu'un est mort. Ça a été fait dans le cas Koumateke. Ça a été fait. Ça a été fait à la maternité. Ça a été fait. Mais comment ça a été fait déjà à l'hôpital, au centre médical PK13. Ça a été confirmé, ne vous en déplaise, Rodrigue, par un médecin, un vrai médecin, à l'hôpital Nilon. Lorsqu'il s'amène à l'hôpital à Quintini, les sages-femmes, les infirmières, qui ont quand même de la bouteille, redisent la même chose. Pourquoi le public n'a pas... Est-ce que vous pensez que... Le Kogmo dit qu'il n'admet pas cette dame, il n'admet pas cette dame. À quel moment il fallait séparer les trois corps, puisque c'était une grossesse gémellaire? Il y avait deux fœtus, manifestement, dans le ventre de Mme Koumateke. À quel moment on sépare les deux corps? Rodrigue, est-ce que vous trouvez normal qu'un croque-mort qui a pour profession celle de maçon remette en cause le diagnostic de plusieurs médecins antérieurement? Quelle est la pièce de la maternité? C'est un argument d'autorité. C'est un argument d'autorité pour ça. Comment? C'est un argument d'autorité, cette posture. Mais lorsqu'on vous dit, monsieur Nguimerte, quand une équipe de médecins sous la direction, la houlette du professeur BD, va sur le terrain, j'ai envie de dire que l'opinion savante, très souvent, n'est très souvent qu'un commérage sans fondement. Je crois dans les démocraties occidentales, voilà ce qui se passe. Quand il y a en matière de questions éthiques et scientifiques, quand on veut descendre sur le terrain, on mêle la société civile, les parlementaires. Il y a ce qu'on appelle dans les domaines éthiques, les comités d'éthique. En France, voilà comment les députés fonctionnent. Quand il y a des questions pareilles, les députés, les parlementaires qui sont expérimentés sur ces questions vont avec les politiques, avec les médecins sur le terrain. Je veux dire clairement que votre démarche peut apparaître comme partiale, peut apparaître une fois de plus comme un compte de faits. Qu'est-ce qui nous assure de la crédibilité de votre dessin ou des résultats de vos enquêtes? Questionnons par exemple la composition de la commission. Est-ce que vous avez remis... Moi, j'aurais une autre question. C'est que quand vous dites Jamboun qui n'est pas très loquace que vous êtes allé sur le terrain oui, pour voir les mêmes causes ou constater les mêmes causes qui engendrent les mêmes effets. Non, non. Est-ce qu'on ne peut pas supposer... Vous êtes en train d'induire des choses, Madame Sidonie. Nous sommes allés vérifier le parcours et en partant d'une hypothèse. Vous êtes allé voir les mêmes causes qui engendrent les mêmes effets. Non. Est-ce qu'on ne peut pas supposer, professeur, que vous êtes allé sur le terrain avec des préjugés, puisque vous saviez déjà ce que vous allez voir, que vous alliez constater sur le terrain. Vous saviez déjà ce que vous allez voir. Pourquoi? Et donc, il n'y avait plus rien qui vous aurait surpris. Vous n'avez pas attendu de faire le constat pour avoir les résultats. Vous êtes parti avec les résultats déjà. Sidonie se trompe un peu dans cette analyse. Les hypothèses que vous avez formulées. Vous vous trompez un peu dans votre analyse. Parce que, qu'est-ce qui nous amène sur le terrain? Qu'est-ce qui nous amène sur le terrain? Mais c'est le décès de cette dame. Et l'opération post-mortem. Et, s'il vous plaît, le constat fait par, enfin, l'opinion qu'elle serait décédée à l'hôpital à Quintini. N'est-ce pas? Oui. Donc, nous partons
donc avec l'hypothèse que, effectivement, elle pourrait être décédée à l'hôpital à Kintini. Ce qui nous rappelle un peu le cas de Ngokana. Votre collègue. De notre collègue. Donc, nous partons donc avec cette hypothèse pessimiste que on risque de retrouver encore que cette dame est effectivement décédée à l'hôpital, faute de soins, et que par conséquent, la responsabilité de nos confrères pourrait être engagée. Mais il y a un autre élément. Il y a un autre élément qui surprend les gens, l'opinion. Oui. C'est qu'on dit que la famille a transporté cette dame dans la malle arrière d'un taxi. D'un taxi. Moi, je voudrais vous demander si vous avez souvent vu les membres ou bien les familles camerounaises transporter les dépouilles de leurs membres décédés dans la malle arrière d'un taxi. Et je voudrais vous demander si c'est le cas, si cette dame était vraiment morte, dans quelle position était-elle dans la malle arrière? Est-ce qu'elle était en position inclinée ou verticale? Sidonie, je vais vous ramener dans le contexte de notre étude. Oui, il faut qu'on en parle. Quelle a été la méthode de travail, professeur? Attendez, l'autre méthode de travail a été anamnestique et clinique. Anamnestique, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'interrogatoire. Nous avons fait l'interrogatoire de tous ceux qui connaissent cette personne, depuis l'endroit où elle vit, dans le camp Mbopi, en fait, aux abords du camp Mbopi. À Douala, c'est au quartier Douala. Voilà, dans le quartier Douala. Environ combien de personnes? À peu près combien de personnes avez-vous interrogé, professeur? Oh, bien, une dizaine de personnes hein, dans le quartier. Des membres de la famille, des membres de la famille. Oh, nous avons, je pense qu'une vingtaine de personnes au total, mais dans le quartier même, nous avons bien rencontré une douzaine de personnes, une demi-douzaine de personnes qui nous ont dans le... Oui, les personnes sont identifiables? Absolument identifiables. Nous pouvons vous sortir les noms. C'était des visites incognito ou bien vous les avez surprises chez elles, sur leur lieu de travail ou, qui ça? Les personnes interrogées. Mais Sidonie, vous êtes déjà allé au camp Mbopi? Bien sûr. Vous connaissez le quartier Mbopi? Bien sûr. Eh bien, quand nous sommes allés là-bas, nous avons retrouvé l'environnement naturel de Monique Koumateke. C'est-à-dire ses cousins, ses frères, ses sœurs, les enfants, les tantes, tous ceux qui portaient le deuil avec elle. Bon, et nous avons rencontré les voisins du quartier. Le chef du quartier, nous l'avons rencontré. Les voisins directs. Par conséquent, nous avons procédé par cette enquête anamnestique d'interrogatoire. Et c'est là que nous avons, à partir de là que nous avons procédé pour suivre l'entièreté du parcours du corps de Monique Koumateke. Vous dites bien le corps? Oui, parce qu'effectivement, nous avons la preuve que le corps qui sort du camp Mbopi, du quartier Mbopi, vers 6 heures, est un corps inanimé. Rien qu'à l'interrogatoire même de son compagnon. Et quand on interroge même sa mère, et quand on interroge ceux qui l'ont reçu au PK13, Rodrigue, faites confiance un tout petit peu. On peut être inanimé, mais être encore en vie, professeur. Comment? On peut avoir un corps inanimé qui vit encore. Sans pouls, sans tension, avec midriase. Non, à ce moment-là, il n'y avait personne pour vérifier tout ça. Oui. Pourquoi? Il y avait des infirmiers. Non, quand le corps sort, vous avez dit quand le corps sort de Mbopi, c'est un corps inanimé. Qui, à ce moment-là, constate qu'il n'y a plus de pouls, qu'il n'y a plus de midriase. Il arrive au centre médical PK13 où il est présenté à des infirmiers qui l'ont vu la veille. Pourquoi voulez-vous douter d'eux? Est-ce que vous pouvez nous décrire le dispositif d'accueil de ce centre-là? Quel dispositif d'accueil? En termes de personnel, de matériel et de tout. Et de plateau technique? Et quel plateau technique? Quand le corps revient... De ce centre de santé PK13. Je ne sais pas si vous voulez des photos, mais c'est un centre de santé comme celui dans lequel, très probablement, vous vous soignez. C'est-à-dire qu'il est comment? Il est équipé. Quand vous y arrivez, qu'est-ce que vous voyez? Qui vous reçoit? Comment on vous reçoit? Comment on vous installe? Je vous assure que c'est... Pour ça, vous êtes médecin, nous ne sommes pas spécialistes de votre domaine, donc c'est vous qui devez nous décrire ça. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que lorsque ce centre reçoit le corps de Koumateke, le corps entre dans leur centre et ils vont le voir. Quand vous dites ils vont le voir, qui est allé voir? Les infirmiers qui l'ont reçu. Les infirmiers qui l'ont reçu ont été le voir.
Pourquoi voulez-vous douter de ces Il y en avait infirmiers? combien à ce moment-là, Ils sont sur place? 2. Combien de médecins sur place? Il n'y avait pas de médecin. Alors, professeur Tetanié, Il n'y avait pas de médecin. vous soupçonnez... Le médecin, c'est pour ça qu'il ne signe pas le constat de décès. Il dit simplement, il est mort. Comme il est mort, il faut l'amener à la Quintini. Le médecin était où à ce moment-là? Alors, professeur Tetanié, vous soupçonnez quoi? La mauvaise foi de la famille, puisque la famille et les proches de Feu Monique Koumateke persistent et signent. Il y a eu trop de mensonges. Dit qu'elle était vivante jusqu'à ce qu'elle atteigne le portail de l'hôpital La Quintini, l'entrée de l'hôpital La Quintini. Rodrigue. Vous rangez ça dans quoi? De la mauvaise foi? Je ne vais pas qualifier cela, mais je constate une chose. Et je vais vous faire participer à ce que nous avons découvert. Lorsque le corps de Monique Koumateke part du centre médical PK13, on l'amène à Nilon. Quand le médecin de Nilon pose son diagnostic qu'il est en présence d'un corps de femme enceinte décédée, il propose la morgue. Alors, il y a une chose qui est extrêmement importante, Rodrigue, c'est que la maman de Monique Koumateke, elle est reconnue à cet hôpital par un ami d'enfance, M. Ngembe, je vais le citer, qui lui demande, l'entendant parler leur langue, Bassa de Yabassi, lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu pleures, ainsi de suite. Il lui dit, ma fille est décédée et je voudrais la mettre à la morgue, mais je voudrais que tu me facilites les procédures d'entrée à la morgue. Et cet ami, par sympathie, naturellement, comme vous rencontriez un de vos amis, Rodrigue, se prête à votre secours. Donc, nous avons là un autre élément pour montrer que le corps devait entrer à la morgue de la Quintini. Il y avait tout lieu de penser qu'il devait y rester. Mais on ne sait pas pourquoi le morguier de Nilon, au moment où il est en train de faire ses formalités et de calculer les frais à payer, la famille, c'est-à-dire en réalité la mère de Monique et son compagnon, le père présumé de sa grossesse, demandent au morguier qu'on reprenne le corps et qu'on le mette dans un autre taxi. Et le corps à ce moment-là, est mis dans une position qui en réalité indique son âge de mort. Parce que ce corps ne peut plus avoir des jambes pliées parce qu'il y a déjà un début de rigidité cadavérique. Par conséquent, ils choisissent de casser la banquette arrière, de mettre la tête du côté du passager, du premier siège du passager, et ils allongent le corps de Monique Koumateke pour qu'il entre dans le coffre. À ce moment-là, ils sont déjà à l'hôpital La Quintini. Donc ils sont à Nilon, Sidonie. Ils sont à Nilon. Et donc ils sont conscients qu'elle est décédée? Ils le savent. C'est de la mauvaise foi pour cette Tetanié. Je ne veux pas qualifier cela, mais je voudrais encore vous donner autre chose. La commission je voudrais donc vous révéler autre chose. C'est que sur le chemin de la Quintini, partant de Nilon, vous connaissez un peu la ville de Douala? Un peu, oui. Très bien. Partant de Nilon, ils s'arrêtent, ils font une halte au camp Yabassi, où vivent M. Ngoumelon, l'autre compagnon de Monique Koumateke, le père de sa troisième fille, laissez-moi terminer, Rodrigue, et le père de ses deux premières filles. En réalité, la mère de Monique Koumateke, quand elle fait cette halte au camp Yabassi, vous savez comment on le sait? Non. Parce que Rodrigue, vous devez savoir que dans votre vie, vous avez toujours des gens silencieusement cachés et qui suivent vos faits et gestes et qui sont capables après de nous dire « Monsieur Tongué a changé de chaussures aujourd'hui, il a changé de ceinture, en réalité sa veste n'était pas celle de ce matin. » Eh bien, c'est ce qui se passe. Parce qu'il est prouvé que cette halte a eu lieu. La mère de Monique a eu le temps d'aller chercher M. Ngoumelon.
Et ne pouvant pas le trouver parce que M. Ngoumelon n'était pas là, elle rencontre par hasard M. Trinita, qui est le père des 2 premiers enfants de Monica. Et lui dit, nous avons la preuve, et nous avons enregistré tous ces témoignages, et lui dit, Trinita, comme tu es là, est-ce que tu sais que la mère de tes premiers enfants est dans la voiture, là, cadavre, et je l'amène à la Quintini. Tout cela dans la langue Yabassi, n'est-ce pas? Et lorsqu'on retrace l'ensemble du parcours, on se rend compte qu'effectivement, ayant été déçu et par Trinita et par l'absence de Ngoumelon, la mère de Monique Koumaté reprend la route avec cette fois-ci le frère de M. Ngoumelon qui, par hasard, était là. Vous voyez bien que lorsque cette voiture redémarre Professeur, et qu'elle arrive... Professeur, à... vous décrivez une femme en détresse. Vous décrivez décrivez une femme en c'est détresse. un échange, professeur. Oui, d'accord. C'est un échange. C'est pas un Professeur, monologue. Oui. Vous décrivez une femme en détresse qui a complètement perdu la tête. Pourquoi vous dites en détresse? Et qui doit détresse? se balader La avec le mère. cadavre, oui. La mère. La mère. Oui. Vous décrivez une femme en détresse Oui. qui a presque complètement perdu la tête et On qui le se comprend. balade d'un point à un autre avec la dépouille de sa fille et des 2 enfants qu'elle porte dans le ventre. Sidonie, est-ce que vous êtes capable de vous Comment balader est-ce que- avec le corps de votre fille Oui. ou bien d'un membre de famille lorsque vous pensez qu'il n'est qu'en détresse vitale? Non, je n'ai pas dit qu'elle était en détresse vitale. Je parle bien de la mère. Oui. Je parle bien de la mère. La mère qui part de Nilon avec le corps de sa fille, qui arrive au camp Yabassi, qui cherche le père, tel père de l'enfant, qui cherche tel autre père, qui annonce le décès de sa fille, avec le corps de sa fille. C'est une femme qui n'est plus elle-même à ce moment-là. Mais alors? Et comment est-ce que le personnel de Nilon, l'ayant vue dans cet état-là, parce que je parierais Oui. qu'à partir de là, cette femme-là avait déjà perdu la boule. Comment l'a-t-on laissé partir avec le corps de sa fille? Attendez. Pourquoi vous le voulez là? Qu'est-ce que vous voulez que le personnel de Nilon ait pu faire pour empêcher cette maman d'amener le corps de sa fille où elle voulait? Ce que l'on voit dans d'autres hôpitaux, c'est qu'on l'amène dans On l'amène un à la coin, mort. Qui est on chargé, lui qui est parle, responsable? on lui explique pourquoi elle doit laisser son enfant à la morgue parce qu'elle est déjà décédée et on la convainc pour qu'elle la laisse là au lieu de la balader dans tous les hôpitaux. Non, Sidonie, vous êtes parce qu'on savait qu'elle n'avait, vous avez dit qu'elle n'avait pas de moyens. Vous êtes en train de, je dirais, de fabriquer un comportement à partir de ce qui s'est passé. On ne fabrique pas, c'est ce qui devrait se passer dans les hôpitaux. Je suis bien d'accord, je suis C'est ce qui d'accord. devrait se Cette année, passer. quoi, Non, est-ce mais que attendez, quand vous êtes quelqu'un en train arrive à de- l'hôpital, il est mort, on le laisse partir. On laisse partir aussi la famille rapidement. partir avec le corps. De quoi parlons-nous Est-ce là? que ce n'est pas une faute? Est-ce que ce Attendez. n'est pas une faute du personnel médical, ça? Rodrigue, Oui. de quoi parlons-nous? Oui. De la De la suspicion. responsabilité des médecins dans l'affaire Koumateke. Est-ce qu'au moins vous êtes donc d'accord avec moi pour dire que cette Monique Koumateke était déjà morte à PK13? L'ordre des Nous médecins, ne l'ordre pouvons pas le dire. l'ordre Est-ce que vous voulez des dire avocats que du c'est- Cameroun, Parce s'il que vous plaît, lorsque l'ordre vous des passez- avocats du Cameroun qui a commis un rapport dessus, la commission des droits de l'homme notamment de l'ordre national des avocats, estime qu'on aurait pu sauver Monique Koumateke si quelque chose avait été fait. C'est Rodrigue. une enquête qui a été faite Rodrigue, à la suite de votre enquête. C'est Rodrigue, une autre j'ai- enquête. J'ai beaucoup de respect pour mes collègues, mes amis avocats, mais reconnaissez que en matière de juristes, de droit, nous les médecins, nous avons incompétents. Lorsqu'un avocat, lorsqu'un huissier vient me dire, monsieur, pour tel article, tel article, tel article, tel article, il y a telle ordonnance ou bien telle disposition qui s'impose, je me plie parce que c'est de leur domaine de compétence. Mais les médecins ne sont pas des enquêteurs. Honnêtement, les médecins ne sont Rodrigue, pas des enquêteurs. Vous honnêtement, concédez ça au moins. Rodrigue, que vouliez-vous que les avocats viennent faire dans cette chose purement médicale et anatomo-clinique qu'on appelle les signes de la mort? Il y a eu des Oui, questions professeur, pénales dans l'affaire. je crois que Je crois que les avocats quel- pouvaient au moins défendre. Madame Madame Takeg, Pour ça, notamment, ça qui veut est- dire de quoi? quel point Ça de veut vue? dire De qu'une quel point de vue? une personne morte devient un objet qu'on peut traiter n'importe comment. Il n'y a plus de soins à apporter
au corps de quelqu'un qui vient de mourir, Sidonie, il n'y a pas de conseil. nous sommes dans un autre débat là, celui que vous êtes en train de soulever. Celui de la responsabilité des médecins. Le personnel de Nilon, qui était composé des paramédicaux et des médecins, vous l'avez dit. Oui. Ils ont constaté le décès de cette dame. Oui. Mais ils n'ont rien fait. De quoi? Ils ont laissé la mère avec tous ses problèmes, trimballer le cadavre partir partout avec le toute la cadavre ville. dans ces conditions-là, en sachant bien qu'elle avait 2 enfants dans le ventre. Attendez. Donc vous avouez, Et vous dites bien, dans votre rapport, je il est dit... Je voudrais que dans les questions que vous posez, que vous soyez bien clair. Nous sommes en train de dire, vous avez l'air de dire, de contester le diagnostic et il n'est pas contestable. les conclusions. Nous questionnons la responsabilité des médecins. Il n'est pas contestable. Je ne suis pas médecin. Maintenant, vous êtes en train de nous amener sur le problème du comportement du personnel. Bien sûr. Je suis entièrement d'accord avec vous, Sidonie. Ce n'est pas comme ça qu'on aurait dû normalement traiter ce corps et cette famille en détresse avec un mort dans les bras. Ça, c'est absolument... 3 morts. Mais qui est donc Il responsable de s'agit de cette 3 morts, situation? pas d'un seul mort. Attendez. Puisqu'on savait qu'elle avait une grossesse gémellaire. Ça vous a Je suis échappé d'accord pour avec cette vous. année. Je suis d'accord avec vous que le personnel aurait dû y mettre plus de compassion, aurait dû ménager cette famille, aurait dû accompagner cette famille, cette maman, ainsi de suite. Mais Pourquoi ils l'ont pas le fait? point sur lequel nous étions en train de discuter, c'est que vous remettiez en cause ce diagnostic de la mort là où elle a eu. Ça a été évacué, professeur Tétanier. Ça a été évacué. Maintenant, Non, on parle de la sur le responsabilité diagnostic. des médecins On était dans sur la le prise en charge. comportement des On personnels considère, on vous suit dans votre logique, on considère qu'elle était morte. D'accord. Qu'est-ce que les médecins font quand un mort arrive à l'hôpital? Non, On écoutez, le laisse dans la cour, Non. on le laisse se faire opérer par un membre de sa famille. non, Où mais étaient les médecins? Ça, c'était un problème, c'est un autre problème, Rodrigue, que nous avons vraiment stigmatisé. C'est qu'effectivement, nous avons découvert que l'hôpital à Quintini, au vu de ce qui s'était passé, excusez-moi, mais c'est comme un marché où on peut entrer, sortir, faire ce qu'on veut. Et puis il y a des rabatteurs pour certains médecins. C'est pas comme, c'est un marché ou c'est comme un marché? Il n'y a pas de système de surveillance. L'entrée, l'orientation des malades est vraiment laissée à l'informel. C'est tout cela que nous avons véritablement stigmatisé, Rodrigue. Et nous avons dit au directeur de l'hôpital, ça ne fait pas l'honneur de la médecine. Professeur, Et ça ne fait pas la dignité de la personne humaine. oui, professeur, ce que vous dites est bien beau. Ce qui pose problème dans votre démarche, c'est que... Vous êtes toujours dans la démarche de remettre en cause notre diagnostic, Non, non, monsieur professeur. Gometa. Non, La on démarche- a pas fait. Pourquoi vous On est la plus sur démarche- ce sujet-là. Non, je ne suis pas sur la défensive. C'est parce que vous étiez en train de remettre en cause... Non, on est plus sur le Suivez-moi diagnostic. On est bien, sur le instant, comportement professeur. des personnels soignants. D'accord, ok. Si le prof me suivre, je vais continuer à Non, aller non, je jusqu'au vous suis. bout. Je vous suis. Ce que je suis en train de dire exactement, c'est que votre démarche reste problématique. Parce qu'à l'avenir, il faudrait bien intégrer et dans votre équipe de savants, des membres de la société civile, des ONG et les parlementaires. Voilà comment ça fonctionne dans les grandes démocraties. Monsieur Nguemeta, Et vous savez bien, Monsieur Nguemeta, vous êtes en train quand vous mettez sur pied une équipe de médecins, Monsieur Nguemeta, qui va la sur- commission que nous avons Oui. mise sur pied a été bien définie comme une commission médicale de l'ordre des médecins. Tout à fait. On C'est suppose que des c'était une enquête exactement- indépendante, professeur. C'était Seulement des médecins. c'est exactement ce que nous avons fait à l'hôpital général. Je suis d'ailleurs étonné, monsieur Nguemeta, que vous n'ayez pas remis en cause, avec les mêmes arguments, ce qui avait été fait à l'hôpital. Pour le cas en du tout cas, docteur je ne vous Ngonkana. l'ai pas lu dans votre journal. Mais ce n'est pas grave. Pour l'épistémologiste que vous êtes, j'estime que vous avez probablement fait deux poids, deux mesures. Mais je reviens dessus. C'est Oui. une commission et c'est une décision souveraine de l'ordre. C'est un problème médical. Nous n'interdisons pas que les parlementaires, que les avocats, qu'à la Si, vous limite avez les donné l'impression de journalistes, contester L'opinion l'avis des savante avocats tout et- à l'heure pour ça. Rodrigue, permettez, excusez-moi, je vous dis une fois de question. plus, l'opinion savante Oui. peut paraître comme un commérage sans fondement. Vous savez bien comment Galilée
à manœuvrer dans l'histoire pour imposer sa théorie de l'héliocentrisme. Qu'est-ce qui nous rassure? Une fois de plus que l'équipe constituée, qui a été mise sur pied sous la houlette du professeur Bédé, oui. n'a pas... Ancien ministre. L'ancien ministre. Oui. Et par conséquent, il ne pouvait que renchérir les thèses qui avaient été mises en relief par l'actuel ministre de la Santé. Pourquoi voulez-vous... Une fois de plus, il va falloir désormais intégrer d'autres membres ou des parlementaires, comme ça se fait en France. Je le dis, sous le contrôle. Les parlementaires sont éduqués sur les questions scientifiques, sur les questions de la médecine. Question. Monsieur, permettez, Rodrigue. Je pense que M. Nguemeta, dans sa bonne foi, mélange deux choses. Une commission parlementaire doit absolument assurer la pluridisciplinarité de son enquête. Dans notre cas, nous avons décidé de constituer une commission médicale pure, constituée de gynécologues, d'anatomopathologistes, de légistes, de pédiatres, qui sont allés, d'ailleurs, M. Nguemeta, d'où est-ce que vous sortez cette espèce d'outrecuidance de remettre en cause l'honorabilité d'un monsieur comme M. Mbédé? C'est un principe d'autorité. C'est un principe d'autorité, mais j'estime... C'est un journaliste, il est impertinent à soi, il est impertinent. C'est un principe d'autorité. Quand le pauvre BDA dit c'est la vérité... Lorsque ce sont d'autres personnes qui viennent faire des commissions chez vous, parce que ce sont d'autres gens, vous ne remettez pas ça en cause. Je suis sûr. Non, pourquoi? Je suis sûr, M. Nguemeta, que si M. Mbédé avait été était français ou britannique ou bien occidental, vous ne remettiez pas. C'est pas un problème de nationalité. Donc, l'esprit scientifique s'accommode mal du principe d'autorité. Non, je suis d'accord avec vous. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais acceptez quand même que c'est le droit de l'ordre des médecins d'instituer, de mettre sur pied la commission dont il assure la responsabilité dans sa multidisciplinarité. Maintenant, il ne vous est pas interdit, M. Nguemeta, de demander qu'on fasse une autre enquête multidisciplinaire avec des avocats, des parlementaires, des journalistes. Les avocats ont fait leur enquête. Mais les avocats ont fait leur enquête, mais je n'ai pas entendu M. Nguemeta sortir les mêmes arguments. Mais on peut reprocher aux médecins, on peut reprocher à l'ordre des médecins d'avoir fait du corporatisme. On aurait pu intégrer un ou deux avocats, un ou deux OPJ dans la commission d'enquête qui auraient pu poser un regard neutre. Il s'agit d'une enquête tout de même. On ne demandait pas d'aller faire une nouvelle thérapie après la mort. Non, mais nous avons décidé de faire une commission comprenant des disciplines différentes de la médecine. Maintenant, nous avons sorti cela. Il vous reste, société civile, vous êtes parfaitement libre de dire que non, vous n'êtes pas d'accord avec ce que cette commission... Mais je vous ai rappelé l'enquête de l'ordre des avocats, vous avez botté en touche. Je n'ai pas botté en touche, mais je vous fais remarquer que lorsque vous lisez bien le rapport des avocats, lorsqu'ils arrivent sur la question fondamentale de dire si oui ou non, non, elle est arrivée étant morte. Elle est arrivée morte à l'hôpital ou non, ce n'est pas nous qui avons botté en touche. Ce sont les avocats qui ont botté en touche parce qu'effectivement, ça a posé la question de leur compétence dans cette histoire-là. Ils n'étaient pas compétents pour dire si Monique Koumateke était décédée avant ou après. Ils n'avaient pas les instruments. Les résultats de votre enquête se retrouvent en plusieurs points avec celui du ministre de la Santé qui a été... Une enquête qui a été bouclée au lendemain du drame de Lakentini. Je ne vais pas dire bâclée, mais en tout cas le lendemain, le ministre de la Santé avait fait une communication. Il a donné quelques résultats d'enquête après des échanges avec le directeur de l'hôpital Lakentini. Premiers éléments. 10 jours ou 15 jours après, vous avez produit un document qui est similaire, quasi similaire. Non, il n'est pas similaire. En quoi il est différent? Il est différent parce que il est différent parce que nous avons identifié un certain nombre de facteurs très importants qui ne ressortent pas du rapport du ministre. Qu'est-ce que nous ressortons? Nous constatons qu'effectivement, cette femme, lorsqu'elle décide de rentrer chez elle et de ne pas assurer la prise en charge, c'est qu'effectivement, elle n'est pas capable, très probablement, de payer les frais
de cette prise en charge. Ce qui, pour nous, est une faute sociétale. L'État porte là une responsabilité. Parce que je ne voudrais pas vous rappeler le serment du chef de l'État en 2011. À côté du vote, c'est le chef de l'État avait promis de mettre en place des conditions qui fassent en sorte que la prise en charge des femmes enceintes ne soit plus un facteur, un obstacle à leur traitement ou bien à leur survie. Donc, ça, c'est quelque chose que nous avons constaté. Et ce que le ministre n'a pas dit dans son rapport, ce sont les faiblesses et les failles qu'il y a dans le fonctionnement de l'hôpital. Ça, nous l'avons relevé. Et nous avons relevé en plus qu'il n'était pas normal qu'un grand hôpital comme l'hôpital La Quintini ait comme morguier un maçon. C'est vraiment la preuve du caractère informel de la gestion interne de cet hôpital. Oui, je vous rappelle qu'un morguier... Professeur, oui. Professeur, il a fallu que ces drames-là soient portés sur la place publique pour que l'ordre réagisse, parce que ce ne sont pas les premiers drames du genre. C'est simplement que celui de Koumatekel et celui de Mme Ngokana ont été médiatisés, fortement médiatisés. Sidonie, est-ce que c'est ça qui vous a amené à réagir? Est-ce que vous avez lu notre rapport? Est-ce que vous l'avez lu? Je l'ai lu en partie. Ah. Je l'ai lu en partie. Moi, je l'ai lu, professeur. Attendez, je l'ai lu en partie. Non, Sidonie, parce que Sidonie, si vous l'aviez lu, vous auriez lu, Non, je me permets. Laissez-moi finir, professeur. Non, je voudrais aussi compléter ce que vous êtes en train de dire. Oui, je vais aller au bout de mon propos et vous avez oublié, Sidonie, de signaler le fait que l'Ordre des médecins a stigmatisé le fait que ces décès étaient beaucoup trop fréquents dans notre pays et qu'ils arrivaient et qu'ils survenaient dans toutes les zones, à la fois urbaines et rurales. Oui, j'allais juste poser la question de savoir pourquoi est-ce que les médecins ou l'Ordre des médecins ou les médecins ne documentent pas tous les drames que l'on vit dans nos hôpitaux. On n'est pas assez nombreux. Nous ne sommes pas assez nombreux. Vous êtes nombreux. Nous ne sommes pas assez nombreux. Chaque médecin, dans le secret de son cabinet, ou bien à l'hôpital, où il travaille, peut documenter un drame qu'il vit. Là, à l'hôpital central, je me souviens de M. Séraphin Koua, qui était mort sur la table d'opération moins de 10 minutes après qu'on ait commencé à l'opérer parce que l'oxygène était épuisé. Oui. Le gars est mort et on est sorti dire à sa famille il est décédé. Alors qu'il avait marché de ses pieds pour entrer dans la salle d'opération. Oui. Je me souviens encore de ce jeune homme, toujours à l'hôpital central, qui a passé près de 40 jours en réanimation, soins intensifs avec une sagaie dans les poumons. Parce qu'il n'y avait pas d'argent pour le soigner. L'hôpital ne voulait pas supporter l'entièreté des frais et demandait à la commune de compléter. La commune ne pouvait pas compléter parce qu'elle avait besoin d'autres donateurs. Oui, Sidonie... Ce gars a passé 40 minutes. Ça dit, des cas comme ça, là, il y en a. Je peux vous les citer. Il y en a beaucoup. Par milliers. Je suis d'accord avec vous. Que fait l'ordre? Les médecins sont chaque fois l'ordre. Attendez, oui. Sidonie, est-ce que vous savez que l'ordre n'a ni police ni forces armées? Vous avez vos résolutions que vous prenez tous les ans ou tous les 2 ans et dans nos après résolutions, vos assemblées générales. Sidonie, si vous avez, et je vous connais suffisamment honnête pour reconnaître que chaque fois, l'Ordre des médecins a rappelé au ministre les insuffisances qu'ils doivent absolument être comblées. Et quand nous avons constaté, vous savez, il faut toujours une occasion pour le larron. Donc, nous avons profité de du cas de Monique Koumateke pour aller relever des choses qui sont absolument responsables du mauvais fonctionnement des hôpitaux dans notre pays. On l'a stigmatisé, oui. Et sans phare. Oui, pour ça, sans vous interrompre, j'ai envie de... C'est les dernières questions pour ce premier pan, voilà. Premier pan de l'émission, avant le prochain coup de gong qui va introduire ici Madame Lehmann pour le duel de cette édition de l'Arène. Voilà, merci pour ça. Je vais une fois de plus parler d'un cas qui vient de se produire à Mbanga, avant de vous demander qui est responsable finalement de toute cette situation dans nos hôpitaux. À l'hôpital de Mbanga, je ne sais pas si vous êtes informés, il y a Madame Fomo Minette qui est décédée le 1er avril 2016. L'affaire fait grand bruit dans le Mungo. Le directeur de l'hôpital aurait nommé M. Fongue Stéphane
qui exerce avec la bénédiction. Monsieur le médecin, il est responsable, j'ai dit Fonguin Stéphane, il est responsable de la maternité. Il vient à peine de sortir de l'UDM. Donc il a 6 mois. L'Université de Montagne. L'Université de Montagne. Ça fait 6 mois sur le terrain. Il est nommé responsable de la maternité avec la bénédiction du directeur et par conséquent du ministre de la Santé. Est-ce que c'est pas grave? Non, c'est grave. Comment comprendre ce détail? Qui est responsable? Non, elle a perdu sa vie. C'est vrai. Monsieur Nguemeta, permettez que dans ce cas-là, je sois pour une fois d'accord avec vous. C'est inacceptable. Pourquoi? C'est inacceptable, monsieur Nguemeta. J'ai cru que vous continuer à défendre. Non. Ah. Ce qui est défendable, je le défends. Ce qui ne fait pas du corporatisme. Non, ce qui n'est pas défendable n'est pas défendable. Pour qu'on vous confie, monsieur Nguemeta, la responsabilité d'une maternité dans n'importe quel pays, on exige que vous ayez fait vos preuves pour prendre en charge les cas les plus courants de cette pathologie de la maternité. Lorsqu'un responsable, fût-il ministre, prend la responsabilité, mais ici, dans ce cas-là, ça ne relevait pas du ministre, parce que ça relève probablement du directeur de l'hôpital. Mais professeur, le ministre a dit elle est morte de suite d'une césarienne. Donc, la responsabilité est à plusieurs étages. Elle est à plusieurs étages. Mais ça me permet aussi de revenir sur ce problème de la formation de nos jeunes médecins qui, comme vous le voyez, sortent médecins sans qu'ils aient réuni, sans qu'ils aient tout à fait, dans certains cas, toutes les compétences. Et ici, dans ce cas-ci, c'était quand même un peu précoce. La formation et l'affectation des personnels. Et nous savons très bien, vous le savez aussi, que les grandes métropoles, Douala et Yaoundé, et les capitales régionales, les hôpitaux de ces localités-là sont peuplés, si je peux dire comme ça, par les enfants d'eux. Oui. C'est les autres qu'on envoie dans l'arrière-pays, en race campagne. Oui. Les fils de professeurs Tétanier et ses confrères, les fils des ministres, les fils des directeurs généraux, ce sont eux qui sont affectés dans les hôpitaux de grandes métropoles et des capitales régionales une fois qu'ils ont fini leur formation. C'est pas admissible, Sidonie. Et c'est ce n'est pas normal. Je peux vous citer des cas à Yaoundé. Je ne doute absolument pas de la vérité que vous êtes en train de dire. Mais c'est un constat que nous ne pouvons pas accepter. Parce que c'est tout ça. L'ordre laisse faire. Nous ne pouvons pas laisser faire, Sidonie. Nous ne pouvons pas laisser faire parce que lorsque... Je vais vous révéler quelque chose, Sidonie. Est-ce que vous savez que d'après la réglementation, le médecin qui travaille pour le compte du ministère, donc du gouvernement, ne peut pas être déféré devant le conseil de discipline sans l'accord du ministre de la Santé. Par conséquent, même si nous voulions le faire, nous serions arrêtés par la réglementation qui veut que... On ne vous demande pas de les sanctionner, Attendez, mais de relever ces problèmes-là. Oui, mais on ne vous demande pas de les sanctionner, mais de dire au moins, de contester ça, de dire au moins que non, on ne peut pas affecter des jeunes qui sortent de l'école de médecine dans les grandes métropoles et leur attribuer, ou bien les affecter à des postes de responsabilité, tout simplement parce qu'ils sont des enfants des pontes du sérail. Non, nous l'avons fait, Sidonie. Vous ne l'avez peut-être pas lu, mais nous l'avons fait à plusieurs occasions. Pourquoi ? Parce que vous comprenez très bien que... Vous n'avez certainement pas communiqué sur le sujet. Parce que vous comprenez bien que chaque fois qu'un médecin dévalorise l'image de la médecine, il fait un tort considérable à l'ensemble de la profession. Par conséquent, l'ordre ne peut pas accepter de valider ce genre de pratiques qui aboutissent à faire du tort à la profession. Donc ce qui a été dénoncé par M. Nguemeta et que vous décriez entre en droite ligne de ce que le Conseil de l'ordre reproche et met dans la liste des récriminations qu'il a vis-à-vis de l'autorité de tutelle. Question, professeur Tétanier Ekwe, qui a financé le déploiement de l'ordre des médecins du Cameroun pour l'affaire Koumateke? L'ordre lui-même. Vous avez des moyens suffisants pour faire toutes les enquêtes? Lorsque l'ordre doit défendre ses intérêts, il arrive à trouver les moyens pour financer ce qui lui permet de défendre ses positions. Une petite idée sur les mécanismes de financement?
Ben, l'ordre a ses propres finances. Vous ne savez pas que l'ordre a ses propres cotisations, Oui. et que, par exemple, chaque médecin doit payer 24 000 francs de cotisation chaque année. Ça nous fait quand même, pour un ordre qui compte quand même à peu près 6 000 personnes, ça nous fait une trésorerie nous permettant de prendre nos responsabilités quand ça s'impose. Je vous vois venir, Rodrigue. Vous étiez en train d'induire que nous aurions été financés. Oui. Non. Pourquoi pas? On n'a pas été financés. Pourquoi pas? Non, je peux vous le dire. Vous pouvez me croire. Nous n'avons pas été Et je veux financés. bien vous croire. On peut se regarder les yeux dans les yeux. Absolument. Oui. Si vous aviez constaté, considérons que vous avez raison, Madame Koumateke est morte avant d'arriver à l'hôpital à Kintini. Si vous aviez constaté dans le climat politique qu'était la situation post-mort de Madame Koumateke, vous auriez dit à l'opinion publique que le ministre de la Santé avait menti? Vous auriez pu? Vous pensez que lorsque nous avons dénoncé les vicissitudes de la formation médicale il y a 2 On ou va 3 parler ans, de la formation médicale vous après pensez le duel. vous pensez que l'ordre des médecins n'a pas pris de responsabilité, n'a pas pris de risque? Je voudrais que vous fassiez comprendre à votre public, Monsieur Rodrigue, que l'ordre des médecins est dans des mains de personnes absolument indépendantes et qui, lorsque l'occasion se présente, n'ont pas foi au Dieu pour dire à l'autorité de tutelle, et même plus haut, ce qu'ils pensent pour le bien de nos populations, en tout cas en matière de santé. Nous étions 3 jusque-là, 2 journalistes et moi-même, 2 journalistes invités et moi-même sur ce plateau pour vous interroger sur la question du rapport de l'ordre des médecins sur le cas Koumateke, Madame Ngonkana, Dr Ngonkana. Nous allons accueillir maintenant Madame Lehmann qui est administrateur de santé. Ce sera donc entre vous, entre personnel de santé. Nous allons donc accueillir Madame Lehmann pour le duel. Dans l'arène, elle a certainement noté des choses qui n'étaient pas correctes dans vos propos tout à l'heure. Voici le duel. Madame Véronique Lehmann, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans l'arène. Merci de m'accueillir sur ce prestigieux plateau. Vous avez en face de vous le professeur Tétani Ekwe, le vice-président de l'Ordre des médecins du Cameroun. Bonsoir, professeur. Bonsoir, je suis Madame ravie Lehmann. de vous voir et de vous revoir. Et moi aussi. La dernière Moi fois aussi. qu'on s'est vu, c'était lors de mon aventure pour le forum. Je suis venue vous voir en tant que société savante, puisque c'est comme ça que vous les appelez au Cameroun, Tout à fait. pour avoir vos conseils. Donc c'est avec plaisir que je vous ai comme contradicteur. Je suis très heureux de vous rencontrer de Moi nouveau également, le et de plaisir vous est avoir en partagé. face pour ce duel. Merci. Un grand plaisir. Plaisir partagé. On vous attend vos contradictions, Madame Lehmann. J'ai écouté avec beaucoup de curiosité et de choses que vous avez dit par rapport au décès de Dame Koumateke. Je dois avouer qu'en tant que directeur d'hôpital, je suis un peu... Beaucoup de choses m'interpellent sur le récit que vous avez fait en tant que vice-président de l'Ordre des médecins, puisque vous avez plusieurs casquettes, donc on va commencer par celle-là. Vous avez dit qu'il y a eu un certain nombre de tribulations dans la prise en charge de Dame Koumateke, et à chaque fois, vous reprenez la direction de l'hôpital. Vous me permettrez donc qu'on parle de la gouvernance des hôpitaux au Cameroun. Si j'ai bien compris, la plupart des directeurs d'hôpitaux sont médecins. Oui. Il y a 10 ans, vous avez été doyen de la faculté de médecine. Donc, vous avez formé beaucoup de médecins au Cameroun. J'ai envie de savoir, est-ce que vous les avez formés au management ? Parce que, comme vous l'avez si bien dit vous-même, la gestion hospitalière, ça s'apprend. On apprend à gérer des hommes, donc les ressources humaines. On apprend à gérer des structures, la gestion financière et des infrastructures qui posent souci dans le récit que vous avez décrit. Vous l'avez dit vous-même, la gestion des entrées et des sorties dans un hôpital. C'est vrai qu'un hôpital, ce n'est pas une prison, mais il y a un minimum de choses. Moi, en tant que directeur d'hôpital, j'ai un minimum de choses pour gérer la gestion des entrées et des sorties, la signalétique, l'accueil des malades. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez des protocoles d'entrée et de sortie dans les hôpitaux camerounais ? C'est ce que nous avons découvert, Madame Lehmann. Nous n'avons pas découvert de protocole d'entrée à l'hôpital de la Kintini. Et
c'est probablement ce qui se passe dans la plupart des autres hôpitaux de la République. C'est un tort et c'est une faillite. Nous l'avons chaque fois stigmatisé. Mais rendons hommage à Monique Koumateke. Le fait d'avoir été comme ça, faire irruption dans ce gros hôpital, nous a permis de suggérer au ministre de la Santé un certain nombre de prescriptions qui s'imposent pour que les hôpitaux de notre pays retrouvent un tout petit peu de visage humain et qui soient même, qui retrouvent la modernité. Parce que ce que vous êtes en train de décrire n'est que de la modernité, ça ne tient même pas de l'humanisme. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, soit on est dans la contradiction, soit on est dans quelque chose de tout à fait paradoxal. En tant que formateur des médecins, la plupart, je le dis, des directeurs d'hôpitaux sont des médecins. Tout à fait. Vous avez formé. Oui. Les avez-vous formés au management? Non. Parce qu'on dit que ce sont des directeurs d'hôpitaux qui sont médecins, comme vous l'avez dit. On arrive aujourd'hui au constat selon lequel ces personnes sont médecins, mais ne sont pas formées à la gestion hospitalière. Et moi, j'ai envie de comprendre, à l'ENAM, l'École nationale de magistrature, on forme des administrateurs de santé. C'est très bien d'avoir un directeur d'hôpital, un super directeur général. Ne pensez-vous pas que ce directeur général puisse être accompagné de directeurs adjoints qui puissent l'aider dans sa lourde mission en termes de gestion de ressources humaines, de gestion de ressources financières, de gestion de ressources logistiques? Vous avez dit c'est très grave, qu'il y a eu un décès, il n'y a pas eu de médecin pour constater un décès. Moi, j'ai envie de vous poser la question suivante. Est-ce que vous avez une gestion de la qualité des soins? Parce que, pour le coup, ne pas avoir un médecin qui constate un décès pour qu'un corps aille à la morgue, le pire, c'est que vous avez dit que le morguier était un maçon. À minima, un morguier doit être aide-soignant. Oui. Alors, ce qui m'amène à la formation, ce qui est votre terrain de prédilection, ces médecins et ces directeurs, puisque c'est eux qui sont directeurs que vous avez formés, les avez-vous formés à la thanatologie, c'est-à-dire la science de la mort, pour qu'on assiste à une césarienne? Moi, je vous avoue que j'ai entendu des choses, donc je ne suis pas là, moi, pour faire le procès d'un système. Je pense qu'aujourd'hui, plutôt que parce que je vous ai entendu parler beaucoup de direction, et la direction ne fait qu'avec les moyens, avec la politique, la stratégie qu'on lui donne. Oui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut une stratégie, une politique de santé. Et moi, j'ai envie de demander, j'ai parcouru la formation des médecins. À aucun moment, je n'ai vu la gestion des risques. Est-ce qu'il y a une fiche d'événements indésirables? Parce que ce que vous racontez là, le décès de Dame Koumateke, on rentre dans la démocratie sanitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les malades qui vont nous presser à rendre compte. Est-ce que l'État camerounais est prêt? Moi, j'avais l'habitude de dire à mes collègues qu'à chaque fois que j'ai un cadavre à la morgue, j'attends un procès. Parce que c'est très dur pour une famille d'avoir un décès comme celui-là et de ne pas avoir des réponses, d'avoir des soupçons, des doutes sur les modalités de décès de cette personne qu'on aimait. Et le deal que j'ai fait avec mes médecins, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un cadavre, que je puisse aller en face de la famille en leur disant « Nous avons fait tout ce que nous avons pu pour sauver tel. » Or, d'après ce que vous racontez, ce n'est visiblement pas le cas. Et est-ce qu'aujourd'hui, on va évoluer vers cette gouvernance partagée, collégiale, qui visiblement est la solution vers laquelle nous pouvons aller? Je suis entièrement d'accord avec vous, Madame Lehmann. Nous avons suggéré tout cela. Et pour répondre à votre préoccupation première, celle de la formation, je vous l'avoue, en tant qu'ancien doyen, nos médecins sortent sans bagage dans la gestion hospitalière. Leur donner 7 ans de médecine, de clinique et de pratique médicale est déjà assez costaud comme ça. En réalité, le ministère de la Santé publique leur fait subir au décours de leurs études médicales quelques mois d'imprégnation au programme de santé. Mais il n'y a pas de façon formelle un programme de formation à la gestion hospitalière dans le curriculum de nos médecins. Et en fait, vous avez raison, être médecin clinicien n'est pas être gestionnaire d'hôpital. Et
je reviens à ce que venait de soulever M. Nguemeta lorsqu'il pose la question de la responsabilité de ce médecin qui, manifestement trop jeune et incompétent, n'a pas été capable de lever le risque vital chez cette femme qui avait besoin d'une césarienne immédiatement. Mais ceci se pose aussi dans la gestion hospitalière. Reconnaissons-le, les médecins ne sont pas formés pour faire de la gestion hospitalière. Je crois que une des leçons qu'on va tirer du décès de Mme Koumateke Monique, c'est qu'on va revisiter. Je crois que le ministère de la Santé est en train de revisiter la gouvernance hospitalière. Et je crois que dans ce sens-là, l'Ordre des médecins est tenté d'accompagner le ministre de la Santé parce que c'est quelque chose qui s'impose, parce que ça va redresser complètement la vie de nos hôpitaux. Alors, vous me donnez l'occasion de rebondir sur les protocoles de soins, puisque on a parlé tantôt de l'accueil à l'hôpital. C'est la même préoccupation que j'ai. En fait, c'est dans la suite une réforme, c'est global. Hein. C'est de la stratégie à travers de la gouvernance, c'est aussi des protocoles de soins. Vous qui êtes médecin, vous savez que quand on accueille un malade, il y a un certain nombre de choses en termes de vigilance. Bon, moi, je suis surprise qu'on se retrouve avec un cadavre et qu'il y a carrément une polémique sur le fait d'être cadavre ou pas. C'est vrai que c'est assez ahurissant. Donc, je voudrais savoir, dans les hôpitaux camerounais, est-ce qu'il y a un protocole d'accueil de malades, de l'admission, j'ai envie de dire, de l'entrée de l'hôpital jusqu'au processus de sortie qui peut être soit le retour à domicile, soit dans une chambre mortuaire, soit le transfert dans un autre établissement. Est-ce que les médecins que vous avez formés sont formés au protocole de soins? Parce qu'il y a différentes étapes qui visiblement ne sont pas respectées dans le récit que vous avez décrit vous-même avec beaucoup de gravité. Hein. Ça se voyait que c'est quelque chose, même si vous avez une autre casquette qui pour vous désole. Donc, qu'en est-il des protocoles de soins? Est-ce que vous avez des protocoles d'accueil de malades, d'intégration dans une chambre mortuaire, puisque dans l'hôpital où je travaille, j'ai la délégation de signature de l'intégration dans la chambre mortuaire. C'est pas très agréable, mais c'est la réalité de la vie. Il faut que je vérifie avec un médecin qu'on est bien dans le décès, qu'avant d'intégrer une morgue, qu'il y a un certain nombre d'éléments corps étrangers qui ne se trouvent pas dans le corps de l'ancien malade. Voilà, est-ce que, moi ça me pose question, tout ce que vous avez, est-ce qu'on est dans quelque chose de protocole, une approche de protocole pour les entrées et les sorties à l'hôpital? Et nous savons que pour sortir d'un hôpital, pour entrer dans un hôpital, il faut l'avis d'un médecin, il faut un diagnostic, une prise en charge. Bon, on ne va pas la qualifier ici, on a donné les détails, vous savez ce que l'opinion pense. Est-ce que la sortie aussi, est-ce que vous avez des protocoles de sortie de l'hôpital? Parce qu'il faut une ordonnance de la suite des transports sanitaires. Je vous arrête, Madame Lehmann, parce que tout ce que vous dites et qui est tellement évident dans le beau pays qui est le vôtre, la France, tout ce que vous dites là, c'est, je dirais, du futur pour nous. Nous sommes dans le balbutiement de cette gouvernance hospitalière. Et je vais vous dire qu'à la différence de votre beau pays, la France, mon deuxième pays, parce que le Cameroun, j'y suis Madame née. Lehmann est bien camerounaise. Bien camerounaise. Bon, mais en fait, disons votre pays d'adoption, si vous me permettez. Oui, mon pays d'accueil. Vous avez votre pays d'accueil. Tout ce que vous êtes en train de décrire rentre dans le processus même de la démocratie de votre pays. Et nous devons reconnaître que de ce point de vue-là, nous sommes presque dans les balbutiements. Et que, par exemple, dans votre pays, dans ce pays d'accueil qui est le vôtre, la sécurité sociale existe. Elle est le tapis sur lequel l'ensemble des procédures de l'hôpital, de l'entrée à l'hôpital, à la sortie, au séjour à l'hôpital, à la sortie de l'hôpital, est, je dirais, tapissée par cette réforme, je dirais, combien civilisationnelle qu'on appelle la sécurité sociale, ce que nous n'avons pas ici.
lorsqu'on va à l'hôpital, chez nous, c'est déjà un problème. Toute la famille se pose déjà la question, est-ce qu'on va pouvoir payer? Quand on y entre, quand on est accueilli, on se demande est-ce qu'on est tombé de quelque part, parce que je dirais, et ce que nous avons découvert à la Quintini illustre cela très bien. L'accueil est mauvais. L'orientation des malades est presque inexistante. Le séjour des malades dans l'hôpital est une véritable épopée fantastique. Parce que quand on vous raconte le parcours du malade dans un hôpital camerounais, quand il en sort, on a presque envie de lui donner une médaille de héros. Parce que c'est difficile. Heureusement, Madame Lehmann, les dernières directives que le ministre de la Santé vient de prendre au décours de ce scandale nous laissent penser que quelque chose va commencer à changer. Et je pense que si les autres conditions qui président au succès de cette directive sont prises en compte, je peux me permettre de penser que nous avons de quoi espérer. Mais parmi ces conditions, et nous l'avons dit au ministre, l'amélioration des conditions de vie des médecins et du personnel soignant à l'hôpital est une condition sine qua non. Si le médecin, si l'infirmière ne se sent pas bien dans sa peau, comment voulez-vous qu'il ait le sourire à l'accueil? Comment voulez-vous qu'il ait le pas alerte quand il est question d'aller s'occuper du malade? Donc c'est tout cet environnement-là, Madame Lehmann, qui représente maintenant un défi pour les hôpitaux du Cameroun. Mais je dirais plus, puisque les hôpitaux sont le miroir de nos sociétés. Je dirais que la transformation des hôpitaux va très probablement obliger la transformation de la société dans son ensemble. Parce qu'on ne peut pas imaginer que l'hôpital seul, qui est un pouvoir public, change pendant que tous les autres secteurs du service public. C'était ma dernière question, ma dernière interpellation, si vous le permettez. Oui. Vous avez abordé le parcours de soins. Effectivement, vous avez besoin au Cameroun des parcours de soins, de la coordination des soins et même des transports sanitaires. Moi, quand j'entends qu'une dame enceinte d'une grossesse jumellaire, vous l'avez très bien dit, elle est probablement décédée d'une prééclampsie, puisque quand on voit les symptômes, les douleurs, les maux de tête qui ont précédé, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on les laissait sortir, parce que pour sortir d'un hôpital avec une grossesse jumellaire, visiblement en train de faire les premiers symptômes d'une prééclampsie, il fallait qu'elle signe une décharge, cette dame. Donc visiblement, elle est partie dans la nature sans que personne ne puisse l'arrêter, ce qui je regrette également. Vous avez parlé de mutation de l'hôpital, on va être optimiste, mais moi j'ai quand même envie de vous demander, vous qui avez donc une personnalité, vous avez sûrement l'écoute des décideurs camerounais, comment ça se fait que dans un pays comme le Cameroun, on n'a pas un code de la santé publique, parce que je pense que le fait d'avoir un code de la santé publique pourrait réglementer beaucoup de choses. Je ne dis pas qu'il y aura de la magie ou de la sorcellerie à travers le code, mais c'est une codification qui parle de la législation, des acteurs, des missions de l'hôpital. Ça permet, vous avez parlé des carrières des personnels hospitaliers, de situer toutes les carrières. Et vous qui avez formé des médecins, j'ose espérer que vous avez prévu des évolutions de métiers et d'évolutions de carrières, parce que l'hôpital est un enjeu, est un cimetière de métiers nouveaux. Est-ce que dans la réforme hospitalière, puisque j'ai entendu qu'il y avait une réforme qui est dans les tuyaux, dans la suite des drames sanitaires que vous allez vivre, parce qu'il faut dire que quand on vit des drames sanitaires, on réagit. Or, une politique de santé publique, ce n'est pas de la réaction, c'est de l'action et une politique globalisée. L'hôpital ne commence pas à l'hôpital, l'hôpital c'est avant, c'est-à-dire que vous devez avoir des politiques publiques où, dans un hôpital, quand vous construisez un hôpital, vous avez la territorialité, vous devez connaître quelles sont les caractéristiques de vos futurs malades. Et à la sortie de l'hôpital, vous devez savoir où est-ce que vous les mettez, les suivis des prises en charge. Est-ce que vous avez dans cette réforme hospitalière pensé à un code de la santé publique qui acterait toutes ces choses de manière formelle pour ne pas avoir une réglementation éparse, parce qu'on a quand même l'impression que c'est un ramassis de réglementation. Et si vous ne le faites pas, je pense que ce sont les malades qui vont vous dévancer
Et j'ai envie de dire que la santé contribue à la diplomatie sanitaire. Si vous n'avez pas un système de santé qui est crédible, les investissements sont conditionnés parce qu'un investisseur ne peut pas venir si ces conditions de prise en charge sanitaire ne sont pas bonnes. Donc, si vous permettez, on peut finir par cette réforme hospitalière. Est-ce que vous y avez prévu un code de la santé publique? Ben écoutez, je ne suis pas le ministre de la Santé publique, je ne sois... Mais vous avez quand même une oreille, une personnalité. Oui, peut-être, oui, mais... vous avez un avis, et votre avis compte lors des médecins du Cameroun. C'est certain que tout ce que vous avez dit s'impose. Et nous l'avons fait comprendre à l'autorité de tutelle. Alors, vous êtes une boîte aux lettres. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez seulement une boîte aux lettres. Je pensais qu'au vu de votre position de vice-président de l'Ordre des médecins, vous avez une écoute attentive, vous pouvez influer sur les décisions. Quand je vous ai vu en 2012 et que je vous ai parlé du Forum de la santé, vous m'avez donné des avis qui ont servi à... C'est vrai. Vous avez entendu le coup de gong. Dernière réponse, professeur. On a entendu le coup de gong. Cette rubrique vient de s'achever. Oui. D'accord. Dernière réponse pour conclure. Maintenant, écoutez, pour dire à Mme Lehmann que tout ce qu'elle vient de dire est absolument vrai, c'est une exigence pour sortir nos hôpitaux du caractère informel dans lequel ils baignent actuellement. Mais nous sommes pleins d'espoir pour que que le train de mesures qui est en train de se mettre en place nous permettent de sortir de ce caractère informel. Merci, alors, Madame on va rester Véronique optimiste. Merci, Madame Véronique Lehmann. C'est moi qui vous remercie. Bon retour en Hexagone. Pas encore, j'ai encore des choses à faire au Cameroun. Ah ben bon retour après tout ce que vous avez à faire en Hexagone. Merci, professeur. Je vais relayer quelques questions d'internautes parce que les internautes réagissent à notre émission en direct sur notre page Facebook, l'arène/facebook.com. Il y a Achille So Prosimo qui demande, professeur, que dites-vous de l'autopsie, s'il vous plaît? Y a-t-il possibilité de sauver des enfants dans le cas de Madame Koumateke? Sinon, sur YouTube, on a vu des enfants sauvés 8 heures après la mort de leur mère. Non, monsieur... Je signale que vous êtes pédiatre avant d'être vice-président de l'ordre. Oui, monsieur, notre correspondant, manifestement, n'est pas médecin et il n'a pas été étudiant en médecine. Il pose des questions. Il pose des questions. Non, il faut lui répondre tout simplement que lorsque le décès de la mère est effectif, l'enfant, le fœtus qu'elle héberge dans son utérus, n'a que 4 minutes pour survivre. C'est-à-dire que lorsque le décès d'une maman est constaté, le chirurgien ou bien le gynécologue a 4 minutes pour sauver cet enfant-là. Passé ce temps-là, l'enfant meurt. Pourquoi? Parce que son oxygène lui vient de sa mère. Et lorsque cet oxygène n'arrive pas à l'enfant, l'enfant meurt. Par conséquent, tout ce qu'on a, je dirais, inventé, tout ce qu'on a fait comme spéculation sur la prétendue survie des fœtus de Monique Koumateke, plus de 4 heures, 5 heures après sa mort, est vraiment de la pure, de purs fantasmes. Autre question, Félix Tadoum qui nous écrit sur Facebook, c'est une question que j'ai posée ici, mais il semble que vous n'ayez pas répondu, donc ça revient. Vous n'avez pas répondu à cette question. Au thème de votre enquête, dans quelle rubrique classez-vous la famille de la défunte? Est-ce que vous estimez qu'elle est de mauvaise foi? Nous ne voulons pas qualifier le comportement de cette famille. Nous ne voulons pas entrer dans... Mais nous constatons simplement que les faits ne leur permettent pas de dire que la victime, que Monique Koumateke, est décédée à l'hôpital. Il y a une dernière question de Jason qui décrit une situation à l'hôpital central, 2 situations, en moins de 2 semaines depuis le déclenchement des cas de Mme Koumateke et des quintuplés de la famille Kiné, je crois, des militaires qui sont pointés à l'hôpital à un mot point et qui ont demandé aux médecins de s'exécuter, de prendre en charge leurs proches. Ce type de spectacle-là, quel est le commentaire que vous faites à la suite? Non, c'est dangereux. C'est dangereux, Rodrigue. Parce que si des militaires peuvent se permettre de venir menacer des médecins dans l'exercice de leurs fonctions, ça veut dire que notre société est en train de prendre un tour extrêmement dangereux. On aurait pu dire que c'est les médecins qui avaient cherché. Et je dirais, dans ces conditions-là, vous allez chasser tout le monde. Parce que des morts, Rodrigue, il faut que le public comprenne que même dans les meilleurs hôpitaux, quand on entre dans un hôpital, il y a 2 éventualités.
Ou bien on en sort guéri, ou bien on meurt. Ou bien on sort convalescent, ou bien on meurt. Donc il ne faut pas donc plus que les populations aient l'impression que dans ce qui nous caractérise actuellement, on ne peut plus mourir à l'hôpital. Oui, professeur, vous avez été doyen de la faculté de médecine. On aborde la question de la formation des médecins. Oui, vous avez beaucoup insisté sur la formation des médecins. Oui. Et je sais que vous avez été doyen de la faculté de médecine, je crois, de 2006 en 2009, quelque chose 2012. comme ça. Et pendant votre règne, il y a eu beaucoup de problèmes, notamment dans la transparence de la sélection des candidats et sur la corruption dans la délivrance des résultats. Est-ce que vous ne pensez pas que les fautes ou les erreurs que vous avez commises à ce moment-là sont la conséquence de ce que nous vivons aujourd'hui? Sidonie, d'abord, je voudrais corriger ce que vous dites. Je vous mets au défi, Madame Diaboune. Pendant les 6 ans où j'ai gouverné, où j'ai administré la faculté, je vous mets au défi... La faculté de médecine de Yaoundé. L'université Yaoundé. Je vous mets au défi de me sortir un seul cas d'étudiant qui soit entré à la faculté de médecine par ce que vous appelez le mécanisme de corruption. Il n'y a pas de preuves généralement pour le bachiche. Non, il n'y a pas souvent de preuves de bachiche. Il y a toujours. Si vous avez un cas, Sidonie, je vous demande de le dénoncer ici à l'antenne. On ne peut pas avoir de quoi, puisque ni vous, ni les corrupteurs ne documentent ce qu'ils ont fait. Sidonie, je voudrais donc vous dire une chose. Il n'y a pas de crime parfait. Si pendant 6 ans, je m'étais permis de prendre le moindre grain d'arachide pour ce plan-là, vous le sauriez aujourd'hui que je ne suis plus doyen. Il y aurait eu un parent au moins pour venir vous dire, Sidonie, je vous le dis, au professeur. Il y avait quand même eu des parents qui disaient qu'ils avaient versé 5 millions de francs. Est-ce que c'est sous votre règne que ce montant a été revu à la hausse parce qu'il était de 3 millions de francs? Si c'était entre 2006 et 2012, Madame Diaboune, je vous demande, je vous mets au défi de m'en apporter la preuve. Par contre, ce que je peux vous concéder, c'est que, effectivement, les examens de concours d'entrée à la faculté de médecine ont toujours soulevé des fantasmes dans la population. Mais je peux vous le dire, Sidonie, si vous trouvez un seul cas de parents ou d'enfants qui vous disent qu'on a versé quelque chose pour qu'ils puissent entrer à la faculté de médecine, je vous assure, je vous donne toute l'attitude pour le dénoncer. Et si c'est vrai, je viendrai faire, pas ce que Zuma a fait en Afrique du Sud. Mais il y avait au moins des pressions pour cette année. Il y avait des listes de la primature, des listes de la première dame, des listes de la présidence de la République. Ça n'a pas existé pendant que vous étiez à la faculté de médecine. Le résultat, c'est que c'était négatif. Il y avait des listes quand même. Ça arrive. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Est-ce qu'avant vous? Je ne sais pas. Ça, je peux pas. Est-ce qu'après vous, il y a eu des bachiches? Je ne sais pas non plus. Est-ce que vous pouvez encore nous rappeler ce qui s'était passé pendant la correction des épreuves de 2007 et la délivrance des résultats? Il vous avait fallu délocaliser l'impression de certains documents à l'hôpital central avant de le ramener encore à la faculté, et avec tout ce qui s'est passé ensuite. C'est pour ça qu'on vous avait accusé de corruption. Vous vous souvenez de tout ce qui s'était passé? Vous êtes très mal informé. Je ne suis pas très mal informé. Ah si, je me permets de dire que vous êtes très mal informé parce que vous faites de l'amalgame et de l'agglutination. Je vous le répète, c'est sous mon mandat que l'entièreté de l'épreuve du concours d'entrée à la faculté de médecine s'est entièrement informatisée. La correction était absolument électronique. Non, professeur. C'est sous le mandat de votre prédécesseur. Je suis désolé, Madame Sidonie. Sidonie, je suis désolé. C'est là que je trouve que vous êtes... vos sources sont approximatives. D'ailleurs, vous pouvez vous retourner. Hein, vous avez des étudiants en médecine qui sont là. Vous allez leur demander. Et je le dis, de 2006 à 2012, tout le concours a été corrigé par voie électronique. Les résultats sortaient de façon électronique. Et les meilleurs de chaque région, le dossier comportant mention, âge et genre,
Professeur Tétani Ekoué, voilà, le coup de gong vient de retentir. Nous avons fait 90 minutes d'échange quand même. Ah bon? Ah oui, 90 minutes d'échange déjà. Voilà. L'émission tire à sa fin, malheureusement. Nous allons accueillir Anon Gueffak après votre question. Anon Gueffak pour la synthèse de cette émission. Nous n'avons pas pu avoir Karen Mezatia pour les préférences. Après le premier quart d'heure de cette émission, elle n'a pas pu nous rejoindre à cause des raisons personnelles. Nous allons prendre Anon Gueffak pour la synthèse des propos tenus par le professeur Tétani Ekoué sur ce plateau pendant 90 minutes d'échange avec mes deux collègues, mes deux confrères du journal Le Jour et de Notre Santé. Et puis, Madame Lehmann Véronique, administrateur de santé, directeur de gestion qualité dans un hôpital français. Anon Gueffak, c'est tout à l'heure, après une petite respiration. Anon Gueffak, bonsoir. Bonsoir Rodrigue, bonsoir au professeur Tétani Ekoué. Bonsoir monsieur. Vous avez la responsabilité de rappeler en quelques minutes les propos tenus par le professeur Tétani Ekoué. Et il y a le truc en plus, c'est que vous allez dire en quelques minutes également ce que les internautes pensent de l'émission. C'est une émission assez difficile à résumer, Rodrigue, mais nous sommes battus comme d'habitude pour retenir quelque chose. Alors, professeur, vous dites que Monique Koumateke est morte d'une maladie simple, mais avec des complications sérieuses. La maladie, c'est le prééclampsie dont elle souffrait. Elle n'a certainement pas pu supporter les engagements financiers qui ont requis cette maladie à sa découverte à l'hôpital PK13. Elle est partie sans autorisation de sortie. Quand le cas s'est compliqué, elle s'est rendue encore à PK13, à l'hôpital de district de Nilon ensuite et à l'hôpital à Kengtidi. Mais vous dites, professeur, que le corps qui part de Mbopi est un corps inerte selon vos enquêtes. Vous avez rencontré toutes les parties, y compris le docteur Tchofak. Celui-ci a reçu une femme enceinte, a fait son diagnostic et le diagnostic a clairement montré qu'elle était morte. Vous soutenez donc qu'à partir des éléments concrets, des déclarations, des faits et gestes, que le corps est bien arrivé dans la banquette arrière de la voiture et que la famille savait bien que Monique Koumateke était décédée. Sur le rapport contradictoire de l'ordre des avocats sur cette affaire, vous les déclarez incompétents. La médecin au médecin, ça ce sont mes mots. Sur l'attitude des médecins, vous pensez que le personnel médical aurait dû faire un peu preuve de plus de compassion. Vous avez constaté que l'hôpital à Kengtini était comme un marché où chacun pouvait y entrer et y sortir et faire ce qu'il veut, et vous l'avez signifié pour condamner au directeur. Sur le sens de la présence et de l'intervention du professeur Mbédé, vous l'assumez à l'ordre des médecins. Vous avez choisi mettre sur pied une commission constituée de médecins et multidisciplinaire. Votre rapport est différent de celui du ministre de la Santé. La preuve, la responsabilité du gouvernement que vous avez évoqué sur la prise en charge de Monique Koumateke après le diagnostic. Le fait aussi qu'un hôpital comme l'hôpital à Kengtini est pour Morguier un maçon, vous l'avez condamné. Pourrait-on sauver le bébé de Koumateke? Vous dites que lorsqu'une femme est décédée, il faut plus 4 minutes pour sauver le bébé. Sur les insuffisances du système de santé, Sidonie a énuméré un certain nombre de cas pour illustrer et vous dites que c'est déplorable. Le cas Koumateke a été le larron pour vous pour relever toutes ces insuffisances et porter à l'attention du ministre. Un cas récent en Baga le 1er avril, le décès de Dame Fomominette, où le médecin jeune, trop jeune, n'a pas pu décider de l'urgence de la césarienne. Vous le déplorez également. Vous rappelez, professeur, que chaque fois qu'un médecin fait une faute professionnelle, c'est toute la profession qui en pâtit et donc ne peut pas être cautionnée par l'ordre. Sur le déploiement de la commission pour l'affaire Koumateke, aucune source extérieure ne vous a financé, vous êtes autonome. Sur la gouvernance hospitalière soulevée par Véronique Lehmann au cours du duel, vous reconnaissez que la plupart des directeurs d'hôpitaux sont des médecins et qu'à l'école de médecine, vous ne les formez pas en management. Sur la question de protocole de soins, vous répondez par le balbutiement sur lequel nous sommes au Cameroun, à la différence de la France citée un exemple qui a
une sécurité sociale fluide sur laquelle est construit ce protocole de soins. Vous ajoutez qu'on a le droit d'espérer, vous l'avez signifié au ministre de la Santé, et vous pensez que l'amélioration des conditions de vie du personnel médical est une condition sine qua non. Vous êtes d'avis avec Mme Lehmann que la nécessité de réforme du système de santé, de la nécessité de ce système de réforme de santé, de la nécessité de réforme de ce système de santé, j'y arrive. Vous n'êtes pas ministre, avez-vous répondu. Pour votre gestion en tant que doyen de la faculté de médecine et de sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1, vous dites que sur votre gestion de 2006 à 2012, vous mettez quiconque au défi de vous apporter la preuve d'une quelconque corruption. Et maintenant, sur la page Facebook de la Reine, l'émission a été assez regardée et commentée. On a enregistré un peu plus de 100 commentaires, 102 environ. Et quelques déclarations qui nous ont marqué. Mohamed Sangounjoya qui dit « Monsieur le professeur Titanier, qu'est-ce qui explique que le sang de Koumaté soit aussi rouge pendant son opération alors que vous dites qu'elle était décédée quelques heures avant ?» Ça, c'est une question. Il y a également Mohamed Sangou, c'est le même, qui dit « Le mari de Koumaté qui dément être parti dans l'autre centre de santé avant la Kintili. » Vous allez certainement nous dire pourquoi. Polycope Popo dit « Incroyable, il s'agit de la remise en question du système sanitaire camerounais. Raconter que le patient est décédé dans le Tarsi, ça n'a plus d'importance, ce que vous n'avez pas dit. » Voilà en fait en résumé. Et on a remarqué que le moment du duel a été le moment un peu plus commenté, avec beaucoup de déclarations sur notre page Facebook, La Reine. Notre page Facebook enregistre combien de visiteurs pour cette soirée en Nogefak? 104 commentaires. Mais le nombre de visiteurs, le nombre de vues, on va le comptabiliser la prochaine fois. Mais en tout cas, on comptabilisera et on restituera au cours de la prochaine édition de la Reine. C'est le 1er mai. C'est le 1er mai, fête du travail, journée internationale du travail. Pour cette année, Ekwe, un commentaire? Ben, écoutez, je suis très impressionné par la correction du compte rendu. Je voudrais tout simplement peut-être ajouter à la réponse de la question posée sur la page Facebook. Il faudrait tout simplement dire à notre auditeur de votre page Facebook que le sang est rouge et ne coagule pas. Parce que lorsque la mère meurt dans les conditions qui ont été les siennes, les facteurs qui déterminent la coagulation du sang sont entièrement consommés. Par conséquent, ce sang ne peut plus coaguler parce que les facteurs qui déterminent la coagulation ont disparu, ont été consommés par l'ensemble du processus morbide qu'il y a eu. Elle est décédée de pré-éclampsie, les enfants sont décédés 4 minutes après. Tout cela entraîne des perturbations physiologiques qui sont notamment la consommation des facteurs de coagulation. D'où ce sang qui ne coagule plus et qui coule extrêmement facilement. Mohamed Sangou n'est certainement pas médecin, Rodrigue. Voilà, en gros. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Merci, chers confrères. Merci, Jean-Philippe Ngemeta, Irène Sideni Djamboun. Merci d'avoir accepté de nous assister pour interviewer, pour cuisiner le professeur Tétanier. Professeur, merci. Merci d'avoir accepté de faire le déplacement parce que vous êtes parti de la périphérie d'Edea pour cette émission. Oui. Nous vous remercions. Nous espérons que Canal 2, chaque fois qu'on vous sollicitera, vous répondrez avec autant d'énergie. Merci pour ça. Merci pour ces moments, pour ces 90 minutes de moments d'information. Mesdames, Messieurs, retrouvons-nous dans 2 semaines. Ce sera le 1er mai pour la Journée internationale du travail. Ce sera la Reine, ce sera une autre édition. Bonsoir à tous.